et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous ai parlé de l'électricité avant l'habitation parce que c'était un thème qui me tenait particulièrement à cœur de partager avec vous au plus vite. Mais bien évidemment, avant de penser à comment faire fonctionner sa télévision ou son frigo, il faut d'abord avoir un toit sur la tête. Le principe de cette saison de Guinétopia, c'est de mettre en lumière des solutions pratiques pour subvenir aux besoins de base de la population. Mais avec l'habitation, je trouve que ça a un impact beaucoup trop grand pour faire un épisode juste Yaka Faucon. Je m'excuse par avance pour la qualité du son de cet épisode, je suis super à la bourre. Normalement, j'enregistre le samedi au soir, quand le coin est calme, mais il est 17h20 le dimanche 11 mai quand j'ai fini l'écriture du script. Je fais donc l'enregistrement alors que j'ai des enfants qui jouent dans le jardin, les voisins qui crient et la cousine sur TikTok. C'est parti, on y va quand même. Le logement est un droit fondamental. C'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit et j'imagine que la charte mandingue l'avait dit aussi. Et qui dit droit fondamental dit que si votre population vit dans des taudis, vous êtes en violation de leurs droits fondamentaux. Il faut donc remédier à ça au plus vite. Pour donner à tout le monde un logement décent, il n'y a qu'à construire des logements sociaux partout, non? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. La réflexion sur l'habitat, c'est un peu comme tirer une pelote de laine. On pense que c'est facile, mais on se retrouve vite avec des nœuds cachés et des nœuds qu'on pourrait potentiellement faire avec le fil qu'on a tiré. Ça doit aller beaucoup plus loin que l'idée que chacun ait une maison décente ou habitée. Ça, c'est la partie facile. Il faut repenser tout l'urbanisme des îles et ça remet en question tout plein de choses sociétalement. Comment définit-on une famille en Guinée-Bissau et en Afrique? On pense à la taille de la maison. Comment cette famille devrait vivre? Quid de l'intimité de chacun? Et comment l'habitat s'adapte à l'évolution des générations? Là, on pense au nombre de pièces, à leur agencement et à la transmission. Comment la maison interagit avec son environnement? La chaleur et l'exposition au soleil, la fraîcheur la nuit, les UV, la saison des pluies. Là, on parle plus de la structure et la construction même des bâtiments. Comment la famille survit économiquement? Et avec ça, viennent les questions de comment elle se nourrit, jardin ou pas, partagé ou individuel, et aussi où et comment elle va travailler. Quartier résidentiel où il faut des transports pour aller travailler loin, ou des quartiers avec un peu tout à côté. Et le muscle dans tout ça. Et là, la plupart d'entre vous vont bugger en se demandant mais pourquoi elle parle de muscles dans les constructions d'habitation? Je fais un petit clin d'œil au docteur Alouche qui a fait une interview il n'y a pas très longtemps chez Legend de Guillaume Play où il dit que les urbanistes n'ont pas pensé à la dépense physique des hommes en imaginant leur ville moderne. Et là, on parle du modèle occidental. Imaginez le modèle colonial dont on a hérité en Afrique. Ne serait-ce qu'avec ces petites questions-là, maman, on ne fait pas que taper dans la fourmilière, on l'a complètement dézingué. Les termites sont perdus. Donc les urbanistes africains ont un véritable casse-tête à multiples facettes à résoudre. Par l'habitat, il faut sauver le modèle de la famille africaine et il faut aussi anticiper la modernisation de la société tout en gardant du lien et les cultures africaines vivantes. À ce propos, ma première dédicace va à un frère qui s'appelle Tierno Toka, qui parle d'à quel point c'est complexe au vu des influences extérieures et à quel point tous les problèmes d'une société se concentrent dans la façon dont on conçoit la ville. Je vous mets un petit extrait ici, mais allez écouter, voir la vidéo. Elle ne fait que 11 minutes parce que ça a été un crève-cœur pour moi de couper l'extrait tellement la vidéo entière est intéressante. Parler des traditions et de la modernité, c'est en réalité associer les savoir-faire du passé aux progrès techniques et technologiques de notre époque pour répondre aux défis liés à l'habitabilité de notre monde au XXIe siècle. Dans le passé, les populations n'étaient pas confrontées aux défis actuels tels que l'augmentation des températures, les inondations ou d'autres enjeux climatiques, géopolitiques et migratoires. En tout cas, pas comme nous. Aujourd'hui, nous vivons pleinement ces défis et convoquer la tradition signifie aller chercher dans les banques de connaissances du passé des enseignements utiles pour y faire face. C'est là que commencent les interrogations. Pourquoi autrefois chaque région du monde avait-elle une architecture unique, profondément ancrée dans son contexte? Certaines régions utilisaient principalement la pierre, d'autres la terre et ses multiples potentialités, d'autres encore le bois, avec des formes, des techniques et des ornements variant selon les régions.
Aujourd'hui, nous voyons des bâtiments similaires reproduits partout dans le monde. Un style international s'est imposé alors qu'il n'existe ni société internationale, ni climat international, ni topographie ou culture internationale. Au contraire, il existe une multitude de climats, de cultures et de modes de vie qui varient largement à travers le monde. Le problème réside dans cette uniformisation de notre époque, souvent au détriment de la diversité et de la richesse architecturale des sociétés humaines. Ce phénomène d'uniformisation est dangereux, car si aujourd'hui les mêmes solutions semblent être nécessaires partout, c'est parce que les problèmes eux-mêmes ont été reproduits à travers les diverses régions. Bien que cette logique soit compréhensible dans le système politique mondial, elle devient plus complexe lorsqu'il s'agit d'architecture ou d'urbanisme. Ma deuxième dédicace va à un homme et une femme bissau-guinéenne. Je connais l'homme depuis plusieurs années et je le considérais comme mon ministre de l'urbanisme attitré. Mais j'ai rencontré une jeune architecte la semaine dernière et je manque cruellement de femmes dans mon gouvernement Guinétopia. Donc, quand on sera prêt, j'espère que ce duo pourra faire des étincelles pour le bien-être de nos populations. Mbarsabos Toudoudous. Pour parler du logement, il faut parler d'abord de la gestion du foncier. Et c'est là que j'aurais aimé avoir un peu plus de connaissances quant à la gestion des terres d'un village de manière traditionnelle. Donc, disclaimer, je n'y connais pas grand-chose. Je vais là étaler un peu de bon sens que j'ai. Pour moi, traditionnellement, les terres du village sont gérées par la communauté et par son chef, le règle. En gros, les constructions sont faites par famille puis par clan, assez rapprochés et sans clôture. Si l'un des habitants a besoin, en général parce qu'il a atteint l'âge de se marier, il obtient un lopin de terre appartenant à la communauté où il pourra construire sa maison. Donc pas de titre de propriété formel. L'homme et la femme ont besoin d'un peu d'espace pour fonder leur famille. Le lopin de terre est à eux et ça n'a posé aucun problème pendant des siècles et des siècles. Sauf que la prédation, le capitalisme et l'individualisme sont passés par là. On se retrouve aujourd'hui avec des propriétaires terriens privés ou même l'État qui, au lieu de céder des lopins de terre gratuitement ou presque à tous ceux qui le méritent, j'entends par là les enfants devenus indépendants qui ont besoin d'un terrain pour fonder leur famille, l'État préfère céder aux plus offrants financièrement. Et cela pose des problèmes partout dans le monde, mais personne n'a l'air de vouloir taper dans la fourmilière. La gentrification résulte de ça, la diaspora qui fait flamber les prix des terrains au point que ça devient impossible pour un local de pouvoir s'offrir son petit bout, et de ça résulte tout le manque de respect envers l'homme africain, le mâle, qui, en plus d'être dans un pays qui ne lui donne pas l'opportunité de développer son potentiel professionnel avec lequel il pourrait être heureux et fonder une famille, le temps passe, il travaille comme il peut, mais il reste chez ses parents parce que pas de moyen d'acheter son lopin de terre. Vous voyez ici les conséquences du capitalisme dans la dignité même de l'homme noir? Les quartiers dits de riches et les ghettos de pauvres résultent du même problème. Si l'on ajoute à ça la notion occidentale de quitter la maison familiale avant d'être prêt à assumer seul un foyer qui est en train de s'installer insidieusement dans les sociétés africaines, on va droit dans le mur à répéter les mêmes erreurs que les occidentaux. Bon, revenons aux idées concrètes et solutions, et je vais essayer d'aller à l'essentiel aujourd'hui et on reviendra sur les détails dans un autre épisode. Je ne peux pas encore partager ici le fin fond du fond de ma pensée, on va me prendre pour Caraba la sorcière, mais disons que pour les terres déjà construites et appartenant aux gens, dit Toukaten, que chacun garde sa propriété. Par contre, si le terrain ou la propriété qui a été acquise depuis plus de 10 ans et qui n'est pas devenue productive dans les 2 ans, la propriété revient à l'État. Qu'est-ce que j'appelle une propriété productive? C'est quand ta propriété, que ce soit un terrain nu ou un édifice construit, est remis en état dans les 2 ans pour être habité ou exploité professionnellement, peu importe. Vous avez X années, moi j'ai dit 2 ans, mais c'est un exemple, pour concentrer vos revenus et les faire fructifier, j'en sais rien, mais en 2 ans, on veut voir quelque chose arriver sur le terrain pour casser cet effet spéculatif des achats immobiliers. Pour les terrains non encore cédés, je serais d'avis d'octroyer à chaque couple qui décide de se marier un terrain gratuitement afin qu'ils y construisent leur famille. Il me semble que Kadhafi faisait à peu près la même chose. En Libye, c'était une maison, en tout cas un prêt à taux zéro, quelque chose comme ça. Pour ce qui concerne la construction en elle-même, je me souviens d'un modèle vraiment sympa dont j'avais entendu parler il y a quelques années. C'est le village espagnol de Marina Leda. Le maire, qui a été aux fonctions pendant plus de 30 ans, avec son conseil municipal, ont mis un système super ingénieux en place. Le gouvernement central de Madrid finance les briques et le ciment. La mairie de Marina Leda, c'est le terrain. Puis, les habitants déjà installés dans le quartier viennent, avec leurs compétences, aider la nouvelle famille à construire leur maison, en auto-construction donc. On imagine ça super bien ici en Guinée. Même sans parler des voisins,
toute notre brochette de tontons peuvent nous construire nos maisons. Personnellement, mon père est électricien, il y a des tontons maçons, même un qui fait des sols magnifiques en résine par exemple. Bref, vous m'avez compris, en termes de construction, on a largement le savoir-faire dans les familles. C'est ça la solidarité dont on a besoin en Afrique au XXIe siècle pour faire baisser les coûts de construction. Pour revenir à Marina Leda, les habitants payaient il y a quelques années 15 € par mois comme loyer. Vous imaginez ? Par principe, 15 €, c'est aujourd'hui pratiquement un menu chez KFC. Je vous laisserai le lien vers le reportage sur Marina Leda parce que c'est un exemple sur toute la vie de la cité, la démocratie. Je pense que je ferai un épisode complet sur ce village dans la saison 2. Donc à ce stade, chacun a une maison confortable pour vivre. J'aimerais maintenant faire un arrêt sur la question des enfants qui vont étudier loin de la maison. Premièrement, il faudra développer les centres de formation et les universités partout sur le territoire pour éviter l'exode rural et ça permettra aux enfants de rester dans la maison familiale autant de temps que nécessaire. Et s'ils ont la chance de travailler en plus par ailleurs, leur donner l'éducation financière adaptée pour qu'ils comprennent l'importance de l'épargne et de l'investissement. C'est là où il faut s'adapter à la modernité. C'est quasiment fini le temps où les gens se mariaient à 18 ans, voire enfants pour certaines, souvent des mariages arrangés, mais on arrive aussi à des mariages aujourd'hui de plus en plus tardifs, pas seulement à cause des études, mais aussi à cause du prix de la vie et de l'immobilier en particulier, j'en ai déjà parlé. Donc je suis plutôt pour que l'enfant reste à la maison jusqu'à temps qu'il puisse vraiment voler de ses propres ailes. D'autres sociétés prospères ont toujours cette tradition, alors pourquoi on arrêterait ça ici ? Parenthèse, je suis convaincue que cette scission des familles est planifiée chirurgicalement pour faire perdre le nord à tout le monde et diviser pour mieux contrôler et monter les uns contre les autres. Hommes, femmes, enfants contre parents, enfants entre eux, bref. Je ferme la parenthèse. Concernant les grands-parents en Afrique et en Guinée, la question ne se pose pas, ils vivent avec l'un ou les enfants, c'est le cycle de la vie. Autre disclaimer, ce qui va suivre fait partie du entre guillemets patriarcat, que les cœurs des plus féministes eurocentrés restent ouverts, je vous en supplie. La maison des parents, lorsque ceux-ci ne seront plus là, est reprise par un des enfants, en général un homme puisque les femmes sont emmenées à aller vivre dans la maison que leur mari leur aura construite, en général, près de la famille de leur mari. Là, on devrait avoir des réactions, mais c'est pas juste. Bon, gardons notre sang-froid, 2 minutes, retirons notre grosse disquette capitaliste de nos têtes. Toi, grande sœur, tu es bien mariée avec un bon mari et une bonne belle famille, c'est important aussi, hein. Tu vis dans une belle maison où tes enfants seront bien et qui appartiendra à l'un d'entre eux quand tu seras plus là. La maison de ton père là, qui va à ton petit frère pour que lui puisse faire sa vie et créer sa famille. Ta bouche est là-bas pour quoi même, comme disent nos frères ivoiriens. Réfléchissons 2 minutes. Si ce n'est pas pour penser à louer à un étranger pour faire de l'argent sur son dos, notre bouche en tant qu'enfant, et là je dis enfant féminin, masculin, hein, nous sommes bien logés ailleurs, notre bouche ne devrait pas être là. Si par malheur tu divorces, le frère est dans l'obligation de repartager la maison avec toi le temps qu'il te faudra pour retrouver quelqu'un. Si tu es trop choqué par les dingueries que le fils de quelqu'un d'autre est venu faire dans ta vie et que tu veux finir ta vie seule, petit frère, pardon, il faudra supporter la sœur jusqu'à la fin. Mais si tout va bien et que tous les enfants ont eu un terrain pour construire leur famille, si la maison est vide après le départ des parents, la solidarité voudrait qu'on redonne à la communauté la maison des parents pour que d'autres puissent y vivre. Et je pense que ce modèle peut avoir un impact sur le choix des partenaires de vie et pas seulement la femme qui demande une maison à son nom, à son mari, hein, je vous vois venir mes sœurs vénales là. Il y a aussi la notion de divorce à diminuer parce que si les parents ne sont plus là et qu'on ne s'entend pas avec son frère, la fin de notre vie sera compliquée, hein. Si par ailleurs l'éducation financière augmente, l'éducation émotionnelle augmente, la connaissance des hommes et des femmes dans un couple augmente, ça réduira les divorces et les jalousies autant que les convoitises sur l'immobilier. Personne ne part avec sa maison au paradis, donc laissons ça à la communauté. Bon, ensuite, cette histoire de matériaux de construction. Comme vous l'avez entendu dans l'extrait de Tierno Toka, importer des modèles occidentaux, c'est ne pas prendre en compte nos réalités locales. 2 exemples. Choisir le béton au lieu de la terre locale et le bois. Ça amène la chaleur, la pollution et j'en passe. 2e exemple, les grandes baies vitrées là. C'est a priori pas fait pour nous, Ouest-Africains. Il faut savoir faire le deuil de certaines choses comme ça. Attirer le soleil à l'intérieur de la maison africaine, c'est l'une des choses les moins écologiques à faire parce que ça veut dire utiliser des climatiseurs et on sait tous que c'est pas bon pour la planète à toutes les étapes de vie. Ensuite, la maison en général et africaine en particulier n'est pas faite pour qu'on y reste toute la journée enfermé dedans de toute façon. C'est juste pour dormir à l'abri au final. On a notre travail de capitaliste pour l'instant, le travail dans le jardin, on devrait avoir des activités avec les enfants à l'extérieur ou juste simplement le djumbai avec la famille
à l'ombre, mais dehors. Donc, être actif dans tous les cas. Et je dis ça au moment où ma montre connectée me dit de me lever parce que je suis assise depuis trop longtemps. Bref, je vais terminer par l'aspect plus urbanistique. Le format de la ville avec un centre-ville et une périphérie résidentielle, c'est un schéma extrêmement obsolète, conçu pour les petites villes, pour ne pas dire les villages. L'explosion démographique de la Guinée-Bissau et de l'Afrique en général fait que la population va, je sais plus, doubler ou tripler d'ici à 2050. Les trentenaires d'aujourd'hui seront jeunes grands-parents en 2050. 2050, c'est demain. L'étalement de la ville dans le cas de l'Afrique n'est pas tant le problème. Le problème, c'est le manque de décentralisation et avec lui, le manque d'infrastructures de proximité. Avoir un marché à côté de la maison, un hôpital, l'école, collège et lycée des enfants à côté. Et j'ai déjà parlé de l'université au plus près, mais aussi l'administration et les centres de soins. Et si on prévoit d'avoir plus de petites structures, mais avec une bonne couverture du territoire, ça désengorge certaines zones, en anime d'autres qui étaient mortes. On ajoute à cela un réseau de transport en commun fiable qui réduit le nombre de véhicules sur les routes et fluidifie les transports en général, en réduisant le temps de trajet, puisque tout est plus près du lieu d'habitation. La cerise sur le gâteau, mais qui n'est absolument pas un bonus, mais vraiment un endroit à pleinement intégrer au plan de la ville, ce sont les espaces verts de partout. Ça serait vraiment cool d'avoir un Central Park pour le fun, mais il faut aussi des parcs et des stades, des installations sportives et de loisirs à moins de 15 minutes de marche de chaque habitation. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a donné des étoiles dans les yeux et de quoi rêver de villes sereines et d'une société pacifiée grâce à l'urbanisme et les habitations. À bientôt. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.